Merci Giuseppe pour cette invitation à présider cette séance intitulée Philosophie des normes et biophilosophie, avec laquelle on avance un peu en arrière vers les traces du métier Canguilhem. Mais en même temps, il me semble que la conception des normes de Canguilhem est un concept qui est de continuité dans les traces de ce métier. Et si dans les premières tables rondes, on a parlé sur la normativité de l'histoire, et avec le normal et le pathologique, la philosophie et la médecine, Canguilhem s'efforçait pour reconnaître la normativité du vivant, il me semble que dans toutes ces études sur la connaissance de la vie, sur ce quoi il va s'agir dans cette table ronde, il s'agit de reconnaître les besoins de la connaissance de la vie, reconnaître la normativité du vivant. Dans toutes les recherches sur le vitalisme, le concept du réflexe, ont une problématique qui donne une certaine continuité à l'œuvre de Canguilhem, qui est la reconnaissance de la normativité du vivant, c'est-à-dire la reconnaissance du vivant comme créateur et instituteur des normes. Et pour traiter sur ces questions aujourd'hui, dans cette table ronde, on a trois chercheurs et professeurs qui ont beaucoup travaillé sur le vitalisme, la conception de la connaissance de la vie de Canguilhem. Donc, je passe immédiatement, je cède la parole à Charles Wolf de l'Université de Gand. Merci Ivan, merci Giuseppe, je suis ravi d'être là. Pas exactement intimidé, mais un peu accablé parce qu'à la vue de tout ce que, évidemment peut-être pas tout ce que la Terre compte de brillant, surtout jeune canguilhémien, ça inspire des sentiments de crainte que vous pouvez imaginer. Je me pose la question du Canguilhem vitaliste ou du Canguilhem biophilosophe. On a entendu, je crois, passer rapidement tout à l'heure l'expression de philosophie biologique. Il y a plusieurs, j'imagine, quasi synonymes. Qu'est-ce que c'est que fut la biophilosophie ? Un projet actif pendant une période assez courte, finalement, je dirais dans les années 40, 50, 60, associé à des noms qui pour nous sont importants, comme Canguilhem, Ruyer, Simondon. Un projet qui ensuite a un peu disparu, même si on constate la présence dans la pensée contemporaine de tendances anti-réductionnistes, par exemple en sciences cognitives avec l'énactivisme, très très minoritairement en philosophie de la biologie contemporaine, des gens qui peuvent se réclamer, je ne sais pas, de Hans Jonas, et le nom de Marjorie Green a été prononcé tout à l'heure, je vais peut-être y revenir. Donc on peut, si on faisait une sociologie de la vie intellectuelle en ce qui concerne le vivant et la théorisation du vivant, on pourrait se poser la question du remplacement conceptuel et institutionnel de la biophilosophie par sa version plus anglo-saxonne, qui en fait a des origines viennoises via le cercle de Vienne, la philosophie de la biologie, qui émerge dans un contexte un peu plus darwinien dans les années 60. Mais nous sommes réunis aujourd'hui plutôt autour de la figure de Canguilhem. Donc ce projet d'étude de ce déplacement sera pour un autre jour. Jean Gaillon a consacré, je crois, un article très intéressant à ce déplacement. Canguilhem, biophilosophe ou auteur d'une philosophie biologique, signifiera aussi pour moi Canguilhem vitaliste, sans évidemment que je sous-entende que ces expressions sont synonymes. Grosso modo, tout biophilosophe considère que l'approche du vivant doit se faire avec une motivation et une visée anti-réductionniste, anti-mécaniste, comme on disait souvent. Le vitalisme, qui existe sous différentes formes et intensités, fort et faible, serait une sorte de variante particulièrement tranchée de la biophilosophie. Canguilhem vitaliste, c'est le nom d'un paradoxe, car dans le monde, à l'extérieur de cette salle, il est surtout connu comme épistémologue. Et j'ai le souvenir de notes de Camille Limoges dans ce dernier tome paru des œuvres complètes,
dans lequel il décrit des situations où Canguilhem refuse de prendre la posture du philosophe. Donc il est connu comme épistémologue, dans le sens modeste de l'expression, à la rigueur comme l'auteur du normal et du pathologique, au sens où ce livre serait proche du projet de Foucault, la folie, l'enfermement. Que vient faire là-dedans une lourde métaphysique du vivant qu'on associe habituellement soit à l'embryologiste Hans Driesch et ses entéléchies, soit, version plus souple, à l'école de Montpellier au XVIIIe siècle. Or, c'est une phrase qui n'a pas été citée pour l'instant, on y était presque avec Pierre-Olivier Métaux, dans l'avant-propos d'un ouvrage qui ne semblerait pas concerné par ce problème, la thèse sur la formation du concept de réflexe. Canguilhem dit « Il nous importe peu d'être ou tenus pour vitalistes ». Et il présente le livre comme une défense de la biologie vitaliste. C'est très, très normatif comme langage pour un ouvrage de recherche. On peut difficilement faire plus normatif. Donc, le Canguilhem vitaliste semblerait loin de l'image des traces du métier, mais si le métier inclut, et là je crois que c'est Jean-François Bronstein qui l'a rappelé, si le métier inclut, par exemple, entrer en combat avec le pavlovisme de son époque et faire une reconstruction historique où tout à coup Willis domine sur Descartes et donc la lignée soi-disant mécaniste, behavioriste et fragilisée, de fait, le rapport entre métier et projet normatif, métaphysique du vivant, peut-être plus complexe, et c'est un peu mon sujet. Comme on le sait, il avait consacré un article aspect du vitalisme, conférence de 46-47, que naïvement j'espérais trouver dans le tome concerné, mais après l'avoir acheté, j'ai vu l'indication que les textes publiés étaient réservés pour un volume encore à paraître. Mais dans Aspect du vitalisme, Canguilhem affirme d'emblée que quand le philosophe réfléchit sur la vie biologique, il a peu à attendre d'une biologie fascinée par le prestige des sciences physico-chimiques, réduites ou se réduisant au rôle de satellite de ces sciences. Donc le philosophe, dans cette position, est mené presque inexorablement à une sorte de positionnement vitaliste. Le type de questionnement que ce philosophe aura pour la science biologique sous-entend que cette science ne sera pas conçue en termes réductionnistes, même si Canguilhem ne nous dit pas si cette perspective purement physico-chimique est viciée ontologiquement, méthodologiquement, si c'est juste contingent. Il ne dit pas exactement à quel niveau se situe la faiblesse d'une approche purement physico-chimique. Donc même quand Canguilhem porte la casquette de l'historien des sciences du vivant, examinant la construction d'un concept, par exemple la théorie cellulaire, Canguilhem, le philosophe, pose des questions très motivées à la science. Et là, je crois que c'est un peu superflu après, entre autres, l'exposé de Christina Chimisso, qui en a bien parlé, le côté proprement épistémologique. Mais ce que ces notions sous-entendent, c'est que l'histoire des sciences étudie des développements conceptuels possibles en présentiste, au lieu d'invalider le passé. Qu'est-ce que ça implique pour le vitalisme ? C'est que le vitalisme occupe une place spécifiquement philosophique, que cette doctrine soit scientifiquement validée ou réfutée, et à part son statut de construction scientifique. Dans ce sens, comme le suggère Canguilhem, le vitalisme n'est pas du même ordre que le géocentrisme ou le phlogistique. Le vitalisme n'est pas réfutable de la même manière. Donc, pour être très clair, ça me semble évident, Canguilhem, dans une perspective de reconstruction, qu'on appelle cette reconstruction épistémologique ou philosophique, du vitalisme, Canguilhem serait vraiment en porte-à-faux avec les verdicts habituels, par exemple anglo-saxons, sur le vitalisme, où c'est vraiment la doctrine la plus mystique, c'est le nom pour la version la plus irrationnelle, la plus surnaturelle des anti-réductionnismes. Joli petit article de l'année 2000 de Gilbert et Sarkar, où il passe en revue les développements, pour ainsi dire, anti-réductionnistes en biologie contemporaine, le Ivo-Divo, la théorie des systèmes développementaux, etc. Et ils disent on a besoin d'un nom
On a besoin d'un concept, en fait, pour bien comprendre ces développements antiréductionnistes. Quel nom? Et très très rapidement, ils disent vitalisme, c'est pas bon, on ne va pas appeler ça vitalisme, parce que c'est vraiment disqualifié d'avance. Eux, ils optent pour le terme organicisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'un vitalisme qui n'est pas réfutable? Habituellement, on considère que le vitalisme a été réfuté 2 fois. La première fois, dans le premier tiers du XIXe siècle, avec la synthèse de l'urée par Friedrich Wöhler, qui prouvait que des substances organiques pouvaient être créées à partir de matières inorganiques. Donc, toute frontière absolue, barrière absolue entre le vivant et le non-vivant était réfutée, pour ainsi dire. Sauf qu'on a souvent qualifié cet épisode de légende chimique, y compris parce que des chimistes qui ont participé à ces travaux continuaient de parler de force vitale après. Le vitalisme est réfuté une 2e fois au début du XXe siècle, au sein du cercle de Vienne, des auteurs comme Moritz Schlick notamment, qui, au nom de la clôture causale du monde physique, au nom des développements dans la science physique, disent il ne peut pas y avoir d'influence causale, il ne peut pas y avoir d'influence extra-causale dans un univers spatio-temporel physiquement clos. Donc le vitalisme est faux. Qu'est-ce qui est réfuté dans ces épisodes? Une certaine forme de vitalisme substantiel, mais pas ce qu'on pourrait nommer un vitalisme heuristique. Je vais évidemment vouloir placer Canguilhem dans ces catégories, en même temps montrer la difficulté de le placer. Le vitalisme serait alors un objet historiquement un peu particulier, mais beaucoup plus métaphysiquement. C'est la vie elle-même, avec un V majuscule, qui dicte une certaine attitude de la part du scientifique, du philosophe, de l'observateur. Il y a quelque chose, la vie est quelque chose qui place le sujet connaissant dans un certain rapport à elle. Et Canguilhem fait souvent entendre, c'est pas exactement un argument, une sorte d'intuition assez anhistorique, que l'être vivant est nécessairement connaissant et que, inversement, la nature du vivant oblige le sujet connaissant à une certaine approche. Et il y a probablement un écho délibéré des premières phrases de la métaphysique d'Aristote. Tous les hommes, par nature, désirent connaître. Et un des textes les plus difficiles, et en tout cas conceptuellement ambitieux de Canguilhem, un texte où on pourra peut-être me reprocher le terme métaphysique, mais il me semble que c'est un morceau de métaphysique, le texte de 66, Le concept et la vie, commence par une longue méditation sur Aristote et déclare que c'est seulement au sens où la vie est la forme et le pouvoir du vivant, donc forme et pouvoir, ça rappelle un peu, que je voudrais traiter des rapports du concept et de la vie. Et au début du livre sur la notion de réflexe, le concept de réflexe, il y a cette formule, encore une fois, pas très historicisée, la vie déconcerte la logique. La science serait alors dans un rapport dérivé par rapport à une activité vitale plus fondamentale. Par exemple, mécanisme et vitalisme seraient, c'est Canguilhem qui l'écrit dans l'aspect du vitalisme, deux pôles, 2 extrêmes entre lesquels notre pensée du vivant oscille, en tentant de saisir un objet nommé vie. Je cite, mécanisme et vitalisme s'affrontent sur le problème des structures et des fonctions, mais, là je paraphrase, la vie transcende ces oppositions. Canguilhem dit, l'opposition mécanisme et vitalisme, etc., est transcendée par la vie elle-même, se prolongeant en théorie de la vie. Pour l'instant, je fais seulement remarquer qu'il y a un concept assez fortement déterminé, surchargé de vie, de vivant, qui est opératoire dans ce type de raisonnement. Mais il y a une autre idée vitaliste, il y a un autre vitalisme chez Canguilhem que j'ai appelé ailleurs le vitalisme existentiel, au sens où c'est une attitude existentielle adoptée par un vivant. Et là, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas surestimer l'influence de Goldstein. Peut-être que je suis bloqué dans le rapport Goldstein-Canguilhem, mais cette idée qu'une des caractéristiques essentielles des vivants, peut-être la caractéristique essentielle des vivants, est leur rapport
au vivant, cette espèce de rapport dynamique et constructif, d'ailleurs constructiviste, c'est quand même la grosse idée, la grande idée du livre sur l'organisme de Goldstein, qui semble plaire à Canguilhem. Mais certes, je ne veux pas entrer dans une question de quelle influence domine sur quelle autre influence. D'ailleurs, je pourrais faire des remarques sur les moments, comment on dit, alinien, l'adjectif pour Alain, c'est ça, alinien, humaniste, et les moments foucaldiens, les moments darwiniens, les moments nietzschéens, juste pour ce qui est de la pensée du vivant chez Canguilhem. Je résume pour l'instant la position ou les positions de Canguilhem vitaliste ainsi. D'une part, des doctrines ou des ensembles conceptuels tels que mécanisme ou vitalisme, préformation, épigénèse, sont des aspects dérivés de quelque chose de plus fondamental, la vie elle-même et ses ramifications qu'on peut appeler théorie de la vie. D'autre part, le vitalisme est quelque chose comme une attitude existentielle. Peut-être que cette seconde thèse appartient à un Canguilhem philosophe, et cette première thèse nous rappelle quand même la pratique d'un épistémologue. Mais je rappelle que le vitalisme ici ne fonctionne pas uniquement comme épisode historique. Je vais très très rapidement remarqué il y a quelques minutes que même la thèse de 55 contient ces affirmations très très normatives sur la biologie vitaliste. Alors, ce que j'ai appelé attitude existentielle, c'est à peu près une des citations les plus explicites sur cette notion, celle-ci. Le vitalisme témoignerait d'une exigence de la vie dans le vivant, une identité à soi de vie et vivant. Qu'est-ce que cette exigence? Est-elle téléologique? Est-elle finaliste? Pas très facile à dire. Foucault, quand il touche à cet aspect chez Canguilhem, cite un autre passage du même texte, l'aspect du vitalisme. Foucault, citant Canguilhem, souligne que le vitalisme est une exigence plutôt qu'une méthode, une morale plus qu'une théorie. Exigence, d'accord, mais alors une exigence assez massive. Je ne vais pas lire ce passage, mais une exigence dans laquelle il y a une compréhension du vivant comme activité, auto-position, activité spontanée, c'est pas minimal comme exigence. Et ce passage que vous voyez sur l'écran, là aussi, il y a une sorte de déplacement imperceptible de l'historique, donc il est question des vitalistes, de précision pour ainsi contextualiser. Il y a un déplacement insidieux entre l'historique et le prescriptif. Hein. Un vitaliste, c'est un homme qui est induit à méditer, etc. Il faudrait, selon Canguilhem, saisir la vie, le vivant, d'une certaine manière pour ne pas manquer cette spontanéité essentielle. Et il dit qu'un vitaliste, c'est quelqu'un qui a une confiance vitaliste dans la spontanéité de la vie. Et la vie elle-même, les lecteurs du normal pathologique connaissent bien cet aspect, la vie elle-même est une sorte de position de norme. Être vivant plutôt qu'être un cristal ou un minéral, c'est être capable d'erreur. La vie elle-même pourrait être, là c'est Nietzsche, le résultat d'une erreur. C'est bien sûr pour cela qu'il consacre un texte célèbre au monstre, je cite. Si la vie a un sens, il faut admettre qu'il puisse y avoir perte de sens, risque d'aberration ou de mal-donne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cristaux monstres, de machines monstres. Ce côté, la vie, résultat d'une erreur, pourrait sembler une thèse qui diminuerait le vitalisme de celui qui la soutient. Ça a l'air déflationniste comme thèse, mais, et comme philosophe et comme épistémologue, Canguilhem est vitaliste. Certes,
il n'est pas un théoricien de force vitale extra-causale, d'âme, dans Téléphie, d'Archer et Montienne. Il ne croit pas non plus, comme nous le verrons très rapidement, que les êtres humains ou les mammifères supérieurs constituent un empire au sein d'un empire. Donc, dans un vocable très très légèrement anglo-saxon, il serait quelque chose comme un naturaliste, philosophiquement. Mais la métaphysique très particulière qui est inséparable de sa position fait que sa contribution, son œuvre, est quand même très très différente, par exemple, une philosophie de la médecine, une éthique du patient. Une métaphysique qui a des résonances aristotéliciennes et hegeliennes, au minimum dans le texte Le concept et la vie, avec aussi ce que j'ai appelé l'aspect existentiel. On a là alors un penseur très différent de la lettre C dans un ensemble BCF, c'est-à-dire l'articulation foucaldienne du combattant dans la résistance qui n'a pas besoin de concept de sujet ou d'ego, qui est anti-husserlien, tout à coup se révèle être au minimum un peu goldsteinien, quelqu'un qui charge le concept d'organisme ou de vivant avec suffisamment de détermination pour les distinguer radicalement du reste du monde naturel. Et il partage ce concept fort, ce vitalisme fort avec Ruyer et Simondon. Souvenez-vous que dans Aspect du vitalisme, Canguilhem soulignait que le vitalisme n'est pas comme le phlogistique ou le géocentrisme. Alors, face à ce qui en effet semble un fait, il y a quelque chose d'assez convaincant dans ce contraste. Mais il y a deux manières possibles de justifier le contraste entre vitalisme et phlogistique ou géocentrisme. Soit le vitalisme n'est pas comme le phlogistique parce qu'il est vrai, et donc notre ontologie a à inclure une composante vitaliste, ou alors il n'est pas comme le phlogistique parce qu'il a une valeur heuristique, une capacité explicative. Et je crois qu'il n'est pas très clair que la position de Canguilhem dans cette distinction, entre deux sens possibles de cette distinction, la position de Canguilhem n'est pas très très claire. Certes, quand il parle de vitalisme comme une orientation, ce que j'ai appelé attitude, on a plutôt l'impression de quelque chose d'heuristique. Mais, je laisse cette phrase en suspens, mais. Il fait remarquer avec une note ironique que certains penseurs, comme par exemple Hegel par rapport à Kant, ont de manière imprudente passé d'une vision purement projective, constructive de l'organisme, à une vision objective. Je cite, Hegel n'a pas refusé ce que Kant s'est interdit dans tel et tel texte de Hegel. Le concept et la vie sont identifiés. Mais parfois, lui-même semble s'identifier à cette position. Je vous dis de finir. Là, dans ce passage-là, je soulignerai deux phrases. La formule sur le refus simultané de toutes les théories métaphysiques concernant l'essence de la vie. Et plus loin, le vitalisme serait simplement la reconnaissance de la vie comme ordre original de phénomènes, de la spécificité de la connaissance biologique. Ça, c'est très bien, c'est assez lisse. Mais, alors là, je regrette de ne pas le montrer, mais en même temps, c'est inexcusable parce que c'est une citation très très longue. Dans Aspect du vitalisme, il y a un passage qui me pose problème depuis, je ne sais pas, depuis une petite dizaine d'années. Et c'est un passage où il fait une distinction entre le vitaliste classique, qui est en fait le vitaliste qui a tout faux, et le vitalisme plus raisonnable. On pourrait dire le vitaliste classique, qui commet ce que Canguilhem appelle faute philosophiquement inexcusable, admet l'insertion du vivant dans un milieu physique aux lois duquel il constitue une exception. Donc là, Canguilhem a quand même pris, j'en comptant la critique du cercle de Vienne, la critique de Driesch, et l'expression spinoziste est employée. Il ne peut y avoir d'empire dans un empire, sinon il n'y a plus aucun empire. La partie qui me semble difficile depuis très longtemps, c'est la phrase suivante. Si l'originalité du biologique doit être revendiquée, c'est comme l'originalité d'un règne sur le tout de l'expérience et non pas sur des îlots dans l'expérience. Qu'est-ce que signifie expérience? Et qu'est-ce que signifie cette phrase par rapport à la notion d'expérience? Ça je laisse, non seulement en suspens, mais ce sera une de mes questions.
Il y a de nombreux allers-retours, parfois délibérés, parfois peut-être des glissements chez Canguilhem entre la posture historiciste contextualisée et une sorte de métaphysique du vivant. Bien sûr, face aux formes lourdes de vitalisme métaphysique, le Canguilhem qui parle d'exigence et d'approche et de construction, pour ainsi dire, peut très facilement adopter une posture déflationniste à l'égard de ces formes de vitalisme lourdement métaphysique. Mais le rapport entre la vie grand V, la vie grand V, les théories du vivant, l'observateur, le scientifique, une sorte de manière d'être commandé par la vie, et la critique de certains modèles, par exemple mécanisme ou behaviorisme, comme ça a été rappelé, puisque après tout, il ne serait pas dans ce bon rapport à cette vie grand V. Là, on a quelque chose d'autre que l'épistémologue Max Planckien et que le modeste professeur Traces du métier dont parle beaucoup Camille Limoges dans cette très belle et longue introduction. On a un autre Canguilhem. Et c'est à peu près, puisque je ne peux pas, vous les voyez pas, ça, non. Ça sera ma conclusion pour aujourd'hui. Merci Chad. On continue avec Thomas Epke de l'Université de Potsdam, qui a été traducteur d'un certain nombre d'articles de Canguilhem, dont celui sur les concepts de la vie dont on vient de parler. Oui, voilà. Merci. Ça va avec Donc merci Giuseppe pour ton invitation très aimable à ce colloque qui me procure un grand plaisir, mais aussi évidemment un grand honneur. Je me suis décidé de parler français, mais je le signale, ce n'est pas un français comme il faut. Hein. Donc il y a peut-être plein d'erreurs, et heureusement, on sait que pour Canguilhem, l'erreur fait partie intégrale de la vie. Donc ça roule. Par la suite, je souhaite vous présenter quelques réflexions sur la résonance de la pensée de Georges Canguilhem en Allemagne. En premier, je vous donnerai un bref aperçu de la réception factuelle des travaux canguilhémiennes sur le champ de la philosophie allemande contemporaine. Plus précisément, il s'en agit d'une évocation de certains obstacles et raisons qui empêchaient un accueil affranchi de la démarche critique propre à Canguilhem pendant des décennies et à ce jour en Allemagne. Or, deuxièmement, je voudrais inscrire la réflexion de Canguilhem dans un dialogue avec un certain courant de la philosophie allemande moderne qui, historiquement parlé, lui était totalement inconnu, mais avec lequel, me semble-t-il, il aurait pu entretenir le plus fécond échange dans le contexte franco-allemand, à savoir l'anthropologie philosophique, c'est-à-dire un ensemble des penseurs dont les plus fameux protagonistes étaient Max Scheler, Helmut Plessner et Arnold Gehlen. De fait, c'est avec l'approche de Helmut Plessner que tout le projet critique de Canguilhem est, ou bien peut-être étrangement, mais aussi richement lié, dans une véritable action parallèle, dans le sens de Robert Musil. Autant que Canguilhem, mais avec des moyens conceptuels strictement différents, Plessner, lui aussi, pense la structure d'une connaissance vitale de la vie. C'est dans cette figure de pensée, une connaissance vitale de la vie, que se croisent les trajectoires intellectuelles de ces deux auteurs, qui étaient radicalement étrangers l'un à l'autre. Or, loin d'être mutuellement interchangeables, l'épistémologie historique des sciences de la vie, élaborée par Canguilhem, et l'anthropologie philosophique qu'avait soutenue Helmut Plessner se constituent comme deux idiomes, deux notations irréductibles l'un sur l'autre, de ce qu'on pourrait désigner une connaissance vitale de la vie. Ce que je voudrais vous exposer alors, c'est en quelque sorte un théâtre philosophique ou une pièce d'une histoire spéculative des idées.
Pourtant, il me semble important de rapporter brièvement le destin de la réception de Canguilhem en Allemagne qui était tangente, et c'est peu de le dire. Alors que Canguilhem eut entretenu des correspondances très riches avec, par exemple, l'historien de la médecine et le physiologue Karl Eduard Rothschuh à Münster, ou bien évidemment avec Kurt Goldstein, il faut constater que son nom était largement inconnu au champ proprement philosophique en Allemagne. C'est en 1974 que Wolf Lepenies faisait paraître dans une série qu'il dirigeait pour la maison d'édition Hansa à Munich, la première traduction allemande de l'essai de Canguilhem sur le normal et le pathologique. Un an avant, la première version allemande de la naissance de la clinique de Foucault avait paru dans la même série, dont le titre était d'ailleurs Anthropologie. C'est encore Wolf Lepenies qui arrangerait le séjour de Canguilhem à la Wissenschaftskolleg de Berlin en 1989, pendant que François Ewald était chercheur invité à cet institut. Cette conférence de Canguilhem fut d'ailleurs fréquentée par des théoriciens qui, par la suite, devaient initier une réception plus forte de Canguilhem, comme notamment Hans-Jörg Reinberger, le futur directeur de l'Institut Max Planck de l'histoire des sciences à Berlin. Mais il faut se souvenir du fait que dans les années 70, il y avait une certaine fascination en Allemagne, au moins parmi une jeune génération de lecteurs, pour les livres de Foucault, qui à l'époque étaient traduits l'un après l'autre. Mais il n'est pas moins vrai que le statut et la réception de Foucault même en Allemagne demeuraient ou devenaient de plus en plus délicats, surtout dans les années 80, lorsque Jürgen Habermas exprimait une forte disqualification de l'archéologie du savoir et de la généalogie de pouvoir, selon Foucault, dans son ouvrage « Le discours philosophique de la modernité ». C'est à ce moment-là, au plus tard, que toute la tradition épistémologique française se trouvait reléguée, sans appel, à la périphérie du domaine de la philosophie académique en Allemagne. Il est intéressant qu'un certain intérêt à Althusser et un marxisme épistémologique était prominent parmi les étudiants qui étaient mécontentes avec l'hégémonie de l'école de Francfort. Mais ce n'était pas dans la scénarii, disons, officielle de la philosophie allemande. Sur cette trame, il est possible de discerner les raisons les plus importantes qui empêchaient une résonance des travaux propres de Canguilhem. Une première raison réside dans le scepticisme avec lequel la discussion allemande rencontrait la tradition de l'épistémologie française tout court. On pourrait dire, me semble-t-il, que l'originalité même de ce genre de réflexion à la suite de Bachelard est liée à un moment positiviste autour duquel il tourne. Déjà, chez Abel Rey, qui est le premier à utiliser cette dénomination, l'épistémologie historique se veut comme une conceptualisation synthétique des sciences empiriques dans leur diversité, donc une science des sciences, pour ainsi reprendre les mots mêmes de Rey, qui retourne aux caractéristiques, aux conditions et aux principes de l'esprit scientifique, et cela par une démarche historique. Le point crucial d'un tel projet, c'est qu'il renforce en fait la spécificité d'une normativité scientifique. Au lieu du pur et simple désintérêt pour la science, que Jean-François Bronstein avait constaté comme un trait constitutif du plupart des épistémologies philosophiques, la tradition de Rey, Bachelard et Canguilhem ne désavoue pas du tout l'idée d'un progrès intrinsèque de la science. Tout au contraire, il en est question de poursuivre cette volonté à la science, si l'on veut, dans une histoire des concepts avec les discontinuités particulières qui s'en manifestent. Si on reprend l'héritage de l'épistémologie française dans la manière que je viens d'indiquer, l'obstacle qui supprimait sa résonance en Allemagne, même sans en prendre connaissance explicitement, devient immédiatement visible. Cet obstacle tient à ce qu'on appelle le Positivismusstreit dans la philosophie allemande dans les années 60. Dans leur débat avec Karl Popper et d'autres rationalistes critiques, Adorno et Habermas avaient attaqué le postulat d'une absence de jugement de valeur dans la recherche scientifique même, et surtout dans la théorie fondatrice de la science que Popper avait exposée dans son rationalisme critique. On voit qu'une telle interprétation est l'objet de deux malentendus si on la met en relation avec l'épistémologie historique. Premièrement,
La dernière n'adhère précisément pas à l'idée tout à fait imaginaire d'une absence d'axiologie dans les discours scientifiques et dans leur critique. L'épistémologie de Bachelard et Canguilhem se constitue comme un enjeu normatif et axiologique qui rend compte de la normativité spécifique de la science. Deuxièmement, donc, deuxième aspect du malentendu, on n'est pas justifié à situer l'épistémologie sur le même plan, sur le même niveau d'objectivation que les sciences dont elle rend compte d'une manière historique. C'est vrai que le rationalisme critique de Popper se définit comme un projet de rectification conceptuelle et par cela de la fondation normative des sciences, voire le remplacement de la démarche inductive par une logique de la falsification. Mais comme l'avait bien montré Canguilhem, l'histoire des sciences se retrouve sur un niveau à partir duquel elle a pour son propre objet les moyens d'objectivation dont se servent, quant à eux, les discours scientifiques mêmes. Néanmoins, pour bien apprécier la marginalité traditionnelle de l'épistémologie historique en Allemagne, il faut en mettre en relief une deuxième raison. Bien que dans la jeunesse de la philosophie et des sciences françaises, il y avait une certaine absence d'une épistémologie biologique, ce qu'avait élaboré Canguilhem, ceci n'est pas le cas, au moins pas dans la même mesure, dans la constellation allemande. Kant et Durkheim intégraient les connaissances biologiques dans une hiérarchie des sciences dont les lois les plus complexes étaient celles de l'organisme de la République sociale qui ne se réduisent pas aux synthèses biologiques. En Allemagne, les choses étaient un peu différentes. Il faut se souvenir du fait important que Wilhelm Dilthey avait établi la formule « la vie comprend la vie » pour définir la tâche de son herméneutique qui situait ses propres opérations de connaissance dans une double vivacité, la vivacité de ce que l'historien comprend et la vivacité de celui qui comprend une telle objectivité. Très explicitement, Canguilhem avait dit que sa philosophie des valeurs qui s'articule autour des processus vivants en tant que des moteurs éminents de normes portait sur le destin de la connaissance biologique en France où, à l'exception fameuse de Bergson, bien sûr, la réflexion sur la vie fut dépassée par une nouvelle théorie physique, c'est-à-dire la science positive des lois de la République, qui se veut aussi comme un prognostic des pathologies sociales et donc un art de gouvernement et de la domination politique. Par contre, il faut se souvenir d'une certaine tradition d'une pensée spéculative de la vie, en commençant par Kant et Hegel, à travers de Dilthey, Simmel et Klages, mais aussi de Georg Misch, qui est ici une figure très prominente, jusqu'à l'anthropologie philosophique suivant Scheler, Plessner et Gehlen. Je suis arrivé maintenant à la deuxième partie de mes délibérations. Dans ce qui suit, je voudrais parler d'une forme de réflexion philosophique en Allemagne avec laquelle Canguilhem n'avait aucun débat historique et qui lui était radicalement inconnu, ce qui reste lui-même stupéfiant. Je pense à l'anthropologie philosophique. Par ailleurs, il est fortement intéressant qu'on trouve en fait cette dénomination, anthropologie philosophique, dans quelques travaux d'Althusser, de Foucault et de Derrida, et bien d'autres. Mais jamais on y rencontre des références à l'héritage spécifique qui porte ce nom-là, donc les livres de Scheler, Plessner et Gehlen. Par contre, donc, ce qui, par exemple, Althusser semble apostropher sous ce titre-là, c'est l'anthropologie philosophique dans un sens large, c'est-à-dire la rupture avec la métaphysique hegelienne au nom d'une philosophie de la finitude qui remplace l'esprit hegelien par la figure de l'homme, qui ainsi devient le principe et le télos de sa propre histoire. Il est clair que Althusser, Foucault et Derrida, chacun sous un angle différent, avaient critiqué un tel humanisme post-métaphysique qui trouve ses racines bien sûr chez Feuerbach et le jeune Marx, mais qui survivait aussi parmi d'autres dans la pensée de Sartre. Et bien que Claude Debrue considère un, je cite, morceau d'anthropologie philosophique chez Canguilhem, et bien que Guillaume Leblanc voit chez le dernier, je cite encore, une anthropologie philosophique de la vie ordinaire, ces remarques ne visent pas la fécondité possible de la filiation de Scheler, Plessner et Gehlen pour le projet épistémologique de Canguilhem. C'est quoi donc l'anthropologie philosophique? Il faut commencer à l'expliquer en disant qu'il ne s'agit pas d'une philosophie anthropologique. Dans les premières pages même de son livre majeur « La position de l'homme dans le cosmos », Max Scheler dit qu'une certaine prolifération des anthropologies dans les temps modernes
a gravement bouleversé la question classique de la philosophie concernant l'endroit spécifique de l'homme. Il se coudoie donc une anthropologie scientifique qui naturalise la position de l'homme, une certaine anthropologie chrétienne qui ne cesse à définir l'être humain dans la lumière d'une spiritualité présumée, ou bien une anthropologie culturaliste qui s'oriente vers les pratiques et les effets découlant de ce qu'on appelle la deuxième nature de l'homme. Le projet de Scheler, donc l'idée directrice de l'anthropologie philosophique, ne consiste pas en ajoutant à ce prisme de discours sur l'homme juste une autre détermination positive de ce que pourrait définir son être. Il s'agit plutôt de décrire une particularité et, si l'on veut, une certaine précarité de la position de l'homme au sein de l'ordre du vivant en général, qui fait en sorte que toutes ces anthropologies positives peuvent en provenir. Bien qu'une philosophie anthropologique opère avec telle ou telle positivité dont découle toute pratique de l'être humain, l'anthropologie philosophique, à l'inverse, essaie de décrire une certaine manière dont l'homme, en tant que vivant, mène sa propre vie. Il est important de comprendre qu'une telle lecture, qui se veut comme une description largement phénoménologique, ne consolide pas l'homo sapiens comme moule universel du vivant humain. Elle parle plutôt de la possibilité d'un tel être vivant pour lequel il peut devenir questionnable quels êtres seront identifiés en tant qu'humains par opposition à non-humains. Or, il me semble qu'il y a une riche connexion qui met la pensée de Canguilhem dans une proximité, mais en même temps une rivalité sans cesse avec une telle anthropologie philosophique. Les deux projets de Canguilhem et Plessner, me semble-t-il, coïncident dans l'effort de penser la structure d'une connaissance vitale de la vie. Qu'est-ce que c'est donc une connaissance vitale de la vie? Un tel mouvement de pensée implique trois moments. Premièrement, une telle réflexion rend compte d'une objectivité ou des objets particuliers qu'elle caractérise elle-même comme vivant ou vital. C'est donc d'une précision de ce qui est un être vivant par opposition à un être non vivant. C'est bien toute l'idée de normativité proprement biologique qui garantit chez Canguilhem cette différence ontologique, si l'on veut. Mais deuxièmement, ce qui est intéressant à l'égard d'une connaissance vitale de la vie, c'est le fait qu'il est question ici du vivant en tant qu'un objet corrélatif d'une certaine rationalité qui prend sur le vivant dans sa singularité, c'est-à-dire qui respecte la non-identité entre la nature vivante et la nature inerte. En ce qui concerne Canguilhem, il faudra ici décrire une double opération. D'une part, on trouve chez lui une réflexion du vivant toujours médiatisé ou fragmenté par la discursivité des sciences de la vie. C'est ça un élément que je trouve très pertinent pour saisir l'originalité de la démarche de Canguilhem. Il ne s'agit pas ici d'une philosophie frontale de la vie, pas d'une ontologie qui disait ce qui est le vivant en dernière instance, mais d'une épistémologie qui parle du vivant dans son statut d'être un objet corrélatif à un discours proprement scientifique. Et c'est ici que le vitalisme de Canguilhem est décisif. L'idée donc que la vie même est une formation des formes n'est pas une proposition scientifique, mais une réflexion gagnée à partir d'une critique immanente des sciences de la vie. Effectivement, c'est ici qu'on comprend en quoi l'entreprise de Canguilhem starise une connaissance vitale de la vie. Il dégage l'histoire des sciences de la vie d'une telle manière que les diverses conceptualisations du vivant deviennent eux-mêmes visibles comme des expressions de la spécificité du vivant. Mais ce qui me semble vraiment percutant dans la pensée de Canguilhem, c'est qu'il ne conçoit pas cette vivacité des concepts comme une immanence harmonieuse. Tout au contraire, le vivant se retrouve dans une extériorité radicale avec lui-même, ou par rapport à lui-même. Selon Canguilhem, l'homme est cet être vivant qui est embrouillé dans une recherche sans cesse de sa propre position dans la vie, mais qui, en ce faisant, ne se trouve jamais à un endroit qui lui correspondrait. C'est ça le rôle de la figure de l'erreur. Dans quel sens peut-on dire que l'anthropologie philosophique de Plessner se constitue comme une certaine doublette de ce chemin de pensée de Canguilhem que je viens de vous esquisser? D'abord, Plessner élabore dans son œuvre majeure Die Stufen des Organischen und der Mensch, les degrés de l'organique et l'homme, une véritable différence entre des entités inertes et des entités vivantes, tout en poursuivant une phénoménologie du concret.
Dans notre contact spontané et pré-scientifique avec le réel, il nous apparaissent certaines entités qui ont l'allure d'être mises en relation avec leurs propres limites. Donc déjà, une table nous n'est pas donnée comme res extensa, mais comme une totalité qui transcende ses propres attributs. Mais il n'est pas moins vrai qu'une telle entité semble manquer une complication décisive, un écart au sein de lui-même. Un tel écart est pourtant caractéristique, selon Plessner, pour une entité vivante. Le vivant n'a pas de limite statique, à l'inverse, il réalise ses propres limites, ce qu'il peut faire précisément parce qu'il ne coïncide pas avec ses limites. Le vivant, selon Plessner, est placé ou bien positionné dans lui-même, ce qui lui permet d'avoir une distance précaire à ses propres bords. Dans ce contexte-là, Plessner parle de la positionnalité du vivant, le fait donc que le vivant est constitué d'une telle manière qu'il est toujours déjà au-delà de lui-même. C'est à ce point-là que Plessner introduit une certaine récursivité dans sa manière de penser une connaissance vitale de la vie. Comment un certain être vivant faut-il être constitué pour qu'il gagne une connaissance de sa propre structure ? C'est ça la question spécifique que pose Plessner. La structure basale de la vitalité, ce que Plessner appelle la positionnalité du vivant, peut se configurer sur divers niveaux de la complexité. La plante n'est pas largement centrée dans elle-même, ce qui est par contre le cas par rapport à la positionnalité close de l'animal. Mais pour un être vivant de faire l'expérience de sa propre constitution vivante, dans le sens où cette constitution devient réflexive ou problématique, il faut qu'un tel vivant se trouve, si l'on veut, dégagé de la vie en même temps qu'il mène sa vie. C'est ça la fameuse positionnalité excentrique de l'homme, conception très prominente de Plessner. Parmi les animaux, il se trouve certains qui emploient leur propre corps en tant que corps propre ou corps vécu. Dans une telle situation, il y a une différence constante entre l'intérieur et l'extérieur de l'organisme, différence qui est pourtant constamment équilibrée dans l'exécution même de la vie. Mais pour un vivant qui se trouve dans une telle corrélation, la corrélation même ne devient jamais explicite. La vie est ici menée dans un mode véritablement spontané, mais elle n'est pas saisie en tant que cette structure qui porte et qui encadre le vivant. Contrairement à une telle positionnalité centrée, ça c'est l'expression que nous donne Plessner, l'homme se retrouve dans une position où la friction ou la non-coïncidence infinie entre son corps et son corps propre lui est toujours problématique. Ici, il faut souligner quelque chose d'important. Pour Plessner, il ne s'agit pas dans l'homme d'une transcendance au-delà de la vie sous la lumière de l'esprit. Cela était plutôt le modèle de Scheele. Par contre, ce que veut dire Plessner, c'est que l'homme mène sa vie dans un mode proprement artificiel qui ne s'inscrit non plus dans une logique immanente de la vitalité. Le problème, c'est que précisément l'homme doit artificiellement inaugurer ce qui se donne spontanément sous tous les autres niveaux du vivant, c'est-à-dire une corrélation entre l'intérieur de l'organisme et l'extériorité de son milieu. Voilà. Tout se passe comme s'il y avait un bouleversement immanent de la vie, un bouleversement qui ouvre une monde d'historicité qui ne se réduit non plus aux formes biologiques. Donc, pour Plessner, la connaissance vitale de la vie est structurellement nouée à la situation de l'homme dans la vie qui, bien paradoxalement, est la situation d'un externalisme radical. Dans une certaine manière, on trouve ici le point ultime du conflit possible entre les stratégies de Canguilhem et de Plessner. Pour Canguilhem, l'horizon d'une connaissance vitale de la vie est marqué par des concepts épistémiques qui font référence aux vivants et qui se mouvent dans leur propre historicité. Mais un tel projet n'a rien à faire avec un moment anthropologique. En revanche, Plessner montre comment une connaissance vitale de la vie est rendue possible sous un certain niveau de ce qu'il comprend comme la positionnalité du vivant. Mais le clou en est que cette position qui permet à un vivant d'avoir une connaissance de la ou de sa vie en tant que telle ne se donne que par une rupture immanente par laquelle une historicité de la vie dans un sens strict s'ouvre. Je voudrais finir tout simplement en faisant un seul roc entre les approches de Plessner et de Canguilhem, et c'est vrai que je pense ici à un jeu d'échecs. Comment
Plessner pourrait-il critiquer le projet de Canguilhem qui lui était historiquement si inconnu? Je viens de vous dire qu'un des grands points de conflit entre les deux résiderait dans le fait que Canguilhem comprend son épistémologie de concept décidément comme un projet non anthropologique. Mais si son épistémologie implique aussi une certaine éthique de la vie, dans le sens qu'elle exige une confrontation pratique ou technique avec le vivant, on peut se demander si une telle éthique ne revendique pas une herméneutique des valeurs qui ne soit pas purement biologique, mais plutôt symbolique ou culturelle. Peut-être la conception de Canguilhem qui parle d'une normativité biologique, qui ne pousse pas seulement les discours scientifiques, mais aussi le travail de l'épistémologie même, empêche un moment herméneutique qui peut justifier une éthique de la vie. En revanche, Canguilhem pourrait voir dans la démarche de Plessner une pensée involontairement vitaliste. C'est déjà un problème que Plessner souhaite rendre compte des discours scientifiques de la vie, mais tout en situant sa propre réflexion sur un plan phénoménologique qui essaie de critiquer les présuppositions que fait la science vis-à-vis une totalité soi-disant vaste de la vie. Cela correspond bien à ce que Canguilhem avait appelé une idéologie scientifique. Mais il est aussi intéressant que Plessner ne cesse pas à déterminer l'homme comme une figure immanente du vivant, sauf qu'il souhaite insister sur une rupture avec la vie biologique, mais encore au sein de la vie. Laissant toutes ces questions en suspens, peut-être il se manifestait dans la relation spéculative ou bien manigancée entre ces deux auteurs un moment qui lui-même est caractéristique pour la vie. Même dans leur symétrie, il en reste quelque chose qui n'est jamais à sa propre place et jamais chez soi. Merci. Merci Thomas. Et pour continuer, nous passons à l'intervention de Guillaume Leblanc, professeur de Paris Créteil. Merci à Giuseppe de m'avoir invité à cette belle journée. Donc je vais, comme je suis à la fin de la table, je suis presque dans la table suivante. Et donc je vais m'autoriser de cet entre-deux pour questionner au fond le problème des normes à partir de certains problèmes qui se posent en médecine. On connaît les remarques acerbes de Foucault sur l'évidence de la clinique, le colloque singulier qui s'est voulu un accès pratique et raisonné à l'individu s'est transformé en un affrontement simple, sans concept, d'un regard et d'un visage, d'un coup d'œil et d'un corps muet. De pacte d'homme à homme, il n'y a pas pour Foucault, et à sa place, c'est toute la réorganisation du savoir-pouvoir médical qui se love dans cet événement de surface qu'est la naissance de la clinique. La clinique s'est voulu la restitution de l'effet singulier de la maladie sur le malade, doublée d'une perception aux aguets, ce sont les expressions de Foucault, et elle n'aura été au fond que l'indice d'une réorganisation de la médecine. Je cite, « La clinique, invoquée sans cesse pour son empirisme, la modestie de son attention et le soin avec lequel elle laisse venir silencieusement les choses sous le regard, sans les troubler d'aucun discours, doit sa réelle importance au fait qu'elle est une réorganisation en profondeur, non seulement des connaissances médicales, mais de la possibilité même d'un discours sur la maladie. » Donc, à qui voudrait proposer une philosophie à la première personne de la maladie et du médecin, repliée sur des questionnements apparemment neutres comme « qu'avez-vous » ou encore « où avez-vous mal ?», il s'agit de restituer un dispositif, c'est-à-dire pour Foucault une captation politique des relations entre le voir et le parler. L'hôpital est un dispositif qui développe une structure commune, qui découpe et articule ce qui se voit et ce qui se dit. Et au fond, la clinique est le nom de cette structure. C'est elle qui donne vie à l'hôpital comme dispositif. La leçon de Foucault est donc la suivante, elle est connue. Il n'y a pas d'expérience médicale à la première personne, pas plus du reste qu'il n'y a d'expérience de la folie ou de la sexualité à la première personne. Nous sommes toujours, pour ainsi dire, précédés par des dispositifs de captation des expériences, c'est-à-dire par des normes. Je souhaiterais en fait approfondir cette perplexité que Foucault fait apparaître, à savoir que signifie ne pas pouvoir faire l'expérience de la maladie à la première personne du fait d'un placement dans des normes de savoir et de pouvoir. Cette interrogation, je pourrais la formuler de la façon suivante. Qu'est-ce que rendre compte de soi en tant que malade si le soi est toujours restitué comme soi malade
dans un dispositif médical impérieux qui fixe toujours une configuration de savoir-pouvoir médical déterminante dans l'accès à soi que revendique le malade pourtant dans l'expérience de sa maladie. S'il est vrai, pour reprendre une analyse de Judith Butler, que le je est toujours dépossédé dans une certaine mesure par les conditions sociales de son émergence, comment alors une expérience de soi demeure-t-elle malgré tout possible dans l'événement de la maladie? L'insistance de la question fait apparaître, me semble-t-il, une brisure dans le raisonnement de Foucault. Certes, la coïncidence exacte, pour reprendre une expression de Foucault, du corps de la maladie et du corps de l'homme malade n'est sans doute qu'une donnée historique et transitoire, que Foucault loge d'ailleurs dans le développement de l'anatomopathologie au XIXe siècle. Mais il n'en reste pas moins que le corps de l'homme malade ne saurait disparaître totalement sous le corps de la maladie. Il n'est d'ailleurs pas exagéré de dire que l'histoire de la médecine, ou une certaine histoire de la médecine au XXe siècle, a fait justement réapparaître le corps de l'homme malade sous le corps de la maladie, comme disjoint de ce dernier. Pourquoi ? Parce que le malade s'est mis, on le sait, progressivement à ne plus loger dans la seule maladie. Il n'en est ni le pâle reflet, ni la simple ombre, mais il apparaît de plus en plus comme un corps récalcitrant, cherchant à s'éprouver à distance de la maladie et comme en opposition à elle. C'est sur ce second versant, je crois, qui affirme une irréductibilité du malade à la maladie, que nous gagnons à nous tourner ou à nous retourner du côté du livre de Canguilhem, son livre, pour moi, Princeps, le normal et le pathologique, à condition, je crois, de ne pas d'emblée valider un premier 10 mots de lecture qui aura peut-être paru trop évident au premier lecteur de Canguilhem, premier entre guillemets, dont d'ailleurs je fais partie, en ce sens-là, affirmant le primat de la clinique en tant que colloque singulier, comme restitution du primat du pathos sur le logos. On trouve cette ligne de réflexion, bien sûr, dans le livre de Canguilhem. Mais prise à la lettre, elle ne doit pas, je crois, nous détourner d'une seconde ligne de réflexion plus en phase avec les exigences philosophiques que je viens de mettre en avant et qui concerne la pensée du malade, au fond, comme un vivant en débat avec un milieu de vie particulier. Je voudrais entrer rapidement dans ces deux analyses. Suivre donc le fil de la clinique, d'une part, et d'autre part, m'intéresser à la question des relations entre le vivant malade et son milieu. Premier fil, la clinique. Et tout d'abord, effectivement, la reconduction, réactualisation d'un mythe de la clinique qui serait présenté par Canguilhem à diverses reprises et que l'on trouve effectivement formulé dans toute une série d'arguments, comme par exemple la conclusion de l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, lorsque Canguilhem écrit que c'est toujours, je le cite, la relation à l'individu malade par l'intermédiaire de la clinique qui justifie la qualification de pathologique. Ici, la clinique, loin d'être investie d'une restitution d'un colloque singulier, est plus exactement un opérateur pratique qui inscrit l'individu malade sur la scène pathologique. Ceci revient à dire que le corps malade, au fond, loge dans le corps de la maladie par la clinique, précisément. Mais que cette inscription, sans être secondaire, reste pourtant seconde. En premier, en effet, vient le sentiment éprouvé par un individu d'être malade, et ce sentiment, loin de loger dans le corps de la maladie, s'inscrit au contraire dans le corps vivant d'un sujet, affirmant l'antériorité de son vécu sur le connu, de son pathos, entre guillemets, sur tout logos. D'où l'autre proposition de Canguilhem, c'est donc d'abord parce que les hommes se sentent malades, qu'il y a une médecine. Ce n'est que secondairement que les hommes, parce qu'il y a une médecine, savent en quoi ils sont malades. Canguilhem ici maintient les droits d'une philosophie de l'expérience de la maladie à la première personne, en soulignant que la troisième personne, au fond une configuration neutre de celle-ci dans le savoir-pouvoir médical, vient bien après la première personne, et que la neutralisation du vécu de la maladie par le savoir-pouvoir médical est de ce point de vue un leurre. La clinique ne se veut pas tant une célébration béate du colloque singulier, affirmant le droit irréfragable de deux subjectivités réunies
par une même clause de respect que la torsion, plutôt, une torsion critique du dispositif savoir-pouvoir médical du côté de la restitution de l'expérience du sujet malade. À la lettre, la clinique est un intermédiaire, une médiation entre l'expérience à la première personne et l'expérience et la saisie de cette expérience à la troisième personne. Un schème, donc. Le rôle de ce schème est d'abord négatif. Il vise à défaire l'évidence d'une pathologie objective dans la mesure où la pathologie n'existe que gorgée de la matière même de la subjectivité du malade. La clinique est donc littéralement un conducteur de la matière subjective dans le dispositif du savoir-pouvoir médical. Son rôle est également positif. Elle transforme la maladie en valeur vitale du malade. Ou plus exactement, elle souligne à l'intérieur du savoir-pouvoir médical que la maladie est d'abord une valeur, certes négative, avant d'être un fait. C'est pourquoi, en toute rigueur, la clinique annule la coïncidence du corps du malade et du corps de la maladie, que Foucault avait pourtant considéré comme un attribut de la naissance de la clinique. Effectivement, affirmer que la maladie est une valeur négative pour un individu, c'est refuser de dissoudre le malade dans la maladie pour donner cours à une vie physique et psychique du malade qui excède la vie de la maladie, et c'est par là même affirmer que la clinique détruit l'isomorphisme du malade et de la maladie. Loin donc de célébrer une quelconque conversion du médecin au malade, le fameux mythe du chevet, et du malade à la maladie, dans le regard clinique, la clinique signale que jamais le malade ne sera sa maladie. Pas plus qu'il ne pourra prendre le point de vue du médecin sur sa propre maladie. Du style, le médecin en retour se situer à la place du malade. Au fond, ce qu'il y a de clinique dans la médecine, c'est alors la reconnaissance de l'impossibilité de changer les places du malade et du médecin. Plus encore, ce qu'il y a de clinique dans la médecine, c'est le fait que le malade, en tant que première personne, ne peut jamais se déplacer du côté de la saisie à la troisième personne qui construit le savoir-pouvoir médical. Dire que le jeu du malade est donc toujours déjà dépossédé par les conditions hospitalières de son émergence, à la manière de Foucault, ne revient donc pas à soutenir que le jeu du malade s'efface derrière le « il » de la maladie pour se convertir à ce « il », mais qu'il se maintient en tant que jeu dépossédé. Le jeu du malade, entre guillemets, est donc doublement dépossédé par l'événement vécu de la maladie à la première personne, mais aussi par la détermination à la troisième personne de toutes les normes qui encadrent et déterminent, reconfigurent son expérience. C'est ici, je crois, que prend sens l'idée que le malade est un vivant en débat avec son milieu. Cette notion de débat, on le sait, est fondamentale dans la relation de la vie au milieu de vie pour Canguilhem. Je renvoie à l'article « Aspect du milieu » et elle implique également, dans le même temps, une charge éthique et politique sur laquelle il nous faut insister. La référence au débat, en effet, signale qu'une forme de discussion émerge entre le vivant et son milieu. D'un côté, pour reprendre une analyse de Canguilhem dans le normal et le pathologique, les milieux n'offrent à l'homme, et par extension à tout vivant, que des virtualités d'utilisation. C'est la phrase de Canguilhem. Mais ces virtualités d'utilisation, on le sait, ne sont jamais de simples prolongements du vivant humain, car elles peuvent se retourner contre lui et le détruire. Le milieu, c'est ce qui est individualisé par un vivant, se découpant dès lors dans l'homogénéité neutre d'un environnement, mais c'est aussi ce qui peut, jusqu'à un certain point, désindividualiser un vivant quand il se retourne contre lui et devient impropre à son propre usage. Évoquer un débat, c'est donc plaider nécessairement pour la contemporanéité de l'action du vivant sur le milieu et du milieu sur le vivant. Certes, à propos des fonctions biologiques, contre la vulgate d'une action unilatérale du milieu sur le vivant, historiquement construite à la fin du XVIIIe siècle et aussi au XIXe siècle, Canguilhem peut affirmer que, je le cite, « le milieu du vivant est aussi », j'insisterai sur « aussi », le milieu du vivant est aussi l'œuvre du vivant qui se soustrait ou s'offre
électivement à certaines influences. Il s'agit donc bien ici de faire apparaître que le vivant est en capacité normative d'individualiser le milieu selon ses propres normes, ce qui signifie que les macronormes du milieu sont non réajustées en fonction des micronormes du vivant, mais qu'elles sont même sélectionnées par elles, qui, du coup, ne les dupliquent jamais sans se soustraire aux influences de certaines et sans produire ainsi un milieu individualisé. Si cet argument de l'individualisation du milieu en fonction de la normativité du vivant singulier est largement connu, il ne doit pas occulter le fait que le milieu s'incorpore à un vivant en se signalant par l'insistance de normes auxquelles le vivant singulier ne peut justement échapper. Il y a certes élection d'un milieu par la sélection de certaines normes, mais cette élection n'est pas une création ex nihilo du milieu, lequel représente bien une contrainte pour le vivant. Canguilhem le signale, je reprends la citation, affirmer que le milieu du vivant est aussi l'œuvre du vivant, c'est donc signaler qu'il n'est pas que l'œuvre du vivant. C'est pourquoi Canguilhem se réfère à l'expression de débat, le vivant est en débat avec son milieu. S'ils sont à l'unisson, il n'y a plus de débat, justement. Au chapitre Maladie, guérison, santé, on trouve ceci. La vie n'est donc pas pour le vivant une déduction monotone, un mouvement rectiligne. Elle ignore la rigidité géométrique. Et cela pourrait être expliqué dans les termes de Charles tout à l'heure. Elle ignore donc la rigidité géométrique. Elle est en débat ou explication avec un milieu où il y a des fuites, des trous, des dérobades et des résistances inattendues. Fin de la citation. Le terme de débat entend traduire l'expression de Goldstein, das Einandersetzung. Littéralement, il y a explication réciproque entre le vivant et le milieu. Non seulement l'un ne s'ajuste pas mécaniquement à l'autre, mais son activité est en lutte toujours avec celle d'un milieu. Le milieu n'est d'ailleurs pas ici caractérisé, il faut le remarquer, par un ensemble de normes convergentes, puisque l'on trouve en lui des fuites, des résistances et même des trous. Il faut donc décrire le milieu comme un ensemble non systématique de normes, dont plusieurs d'ailleurs travaillent à rebours des autres. Le milieu est ainsi un ensemble non totalement réglé de normes partiellement hétérogènes les unes aux autres. L'une des stratégies du vivant est justement dès lors de s'appuyer sur certaines d'entre elles pour se détourner d'autres ou bien de s'installer dans le trou des normes pour proposer une activité normative singulière. Toujours est-il que l'adaptation aux normes du milieu ne représente à ce point de vue qu'un stade très imparfait et potentiellement pathologique de vie dans les normes pour le vivant singulier. Si tel est le cas, alors nous pouvons entrevoir, je crois, ce que signifie une expérience de la maladie à la première personne, par-delà le mythe clinique et en partie contre lui. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est au fond de désenclaver cette expérience de ce mythe. La possibilité de l'infraction à la loi du milieu, selon laquelle, je cite Canguilhem, l'homme ne se sent en bonne santé que lorsqu'il se sent plus que normal, c'est-à-dire adapté au milieu et à ses exigences, mais normatif, capable de suivre de nouvelles normes de vie. La possibilité de l'infraction à la loi du milieu vaut aussi pour la maladie. Le malade ne perd pas la capacité normative de suivre de nouvelles normes de vie dans ce milieu imposé qu'est l'hôpital, la chaîne de soins dans laquelle il s'inscrit. Comme l'a souligné Canguilhem, il existe sur le plan vital une normativité du pathologique, certes moindre que la normativité de la santé, mais la question se pose alors, philosophiquement, pour nous lecteurs de Canguilhem, et c'est une question qui, de mon point de vue, n'a pas été suffisamment mise en avant jusqu'à présent, la question se pose pour le vivant humain de savoir en quoi, ceci est une question d'anthropologie au sens fort du terme, de savoir en quoi la normativité du pathologique est moindre que celle de la santé sur le plan social, justement. Ne pourrait-on pas en effet reconnaître, après tout, pour ce vivant qu'est l'homme, que le malade est en capacité sociale normative aussi grande que l'homme en bonne santé? Il existe plusieurs raisons à cela. Premièrement, la distinction entre santé et maladie ne peut se déplacer, on le sait, du vital au social,
Et Canguilhem est le premier d'ailleurs à y avoir renoncé explicitement. S'il est toujours possible de parler d'une pathologie du social, en un sens non francfurtois, c'est en ce sens second et dérivé que la normativité originale d'un groupe ou d'un individu est empêchée par les normes sociales qui stabilisent et construisent un milieu de vie. Deuxièmement, ensuite, parce qu'il n'est pas aisé, et somme toute, il est même douteux, de vouloir opérer des distinctions entre les foyers de normativité à l'intérieur d'un collectif, d'une vie sociale, qui épouseraient strictement parlant les distinctions normatives entre individus. S'il existe justement une normativité sociale, au sens que Canguilhem donne à ce concept dans Du social au vital, c'est précisément dans la mesure où celle-ci se construit partiellement par-delà les normativités individuelles de chaque individu. Le malade n'est donc pas le seul vivant à imposer une normativité au milieu médical qui voudrait la neutraliser, mais cette normativité est aussi du même coup, en même temps, le fait de vivants en bonne santé qui sont concernés par la maladie, des proches, des tiers, et aussi le fait des autres malades qui s'organisent en collectif, par exemple. On voit ici que la politisation des enjeux de santé, sur laquelle je vais conclure, se noue à cette évidence anthropologique de la construction d'une normativité sociale qui se développe à l'intérieur d'un foyer de maladie. Dès lors, se voir constitué comme malade à partir d'un diagnostic implique que la subjectivité du malade est appréhendée à l'intérieur d'une loi de cadrage qui est évidemment largement construite en fonction des savoirs biomédicaux. La médecine est alors analysée comme savoir-pouvoir qui informe les pratiques de soins des sujets. Pour autant, la mise en avant d'une telle loi de cadrage ne signifie pas l'annulation de toute forme de normativité individuelle du malade, pas plus qu'elle ne signifie l'annulation de toute forme de normativité sociale collective ayant pour objet la maladie et s'en prenant à la neutralisation du malade produite par une certaine forme de pouvoir médical. L'émergence du malade comme sujet dans la relation de soins ne renvoie donc pas nécessairement à une évidence clinique ou à un mythe somme toute soporifique de la clinique destiné à perdre toute vigilance comme dans un sommeil profond à l'endroit du savoir-pouvoir médical. Elle se construit dans des luttes politiques et éthiques directement en rapport avec l'expression d'une normativité à la fois individuelle et sociale des malades, et qui n'est pas, je l'insiste, une normativité réduite du point de vue social. Les luttes autour de la santé soulignent alors l'émergence d'un espace politique de la médecine dans lequel prennent place les revendications éthiques des patients à être traités comme des personnes vivant avec leur maladie plutôt que comme des, entre guillemets, malades. Une analyse des refus de la dénomination de malades par les malades eux-mêmes, comme on l'a vu à un certain moment de l'histoire du sida, doit pouvoir alors être interprétée, mais ce n'est qu'un aspect, comme une volonté de respect due à la personne en situation de maladie. Elle peut en tout cas aboutir au refus du nom même de malade pour celui qui vit avec sa maladie. Car qu'est-ce qu'un malade, si ce n'est une personne en débat avec une maladie, plutôt qu'un sujet défini par sa maladie et rivé à elle comme un nouveau destin ?